Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ikamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci aussi pour le partage. Alors, à propos de partage, je vous prie de partager pour que cela arrive chez quelques Rwandais, surtout au Rwanda. Parce que souvent, quand je suis les histoires du Rwanda, là-bas au Rwanda, j'ai l'impression vraiment, ce sont des gens bondés, ils sont complètement aveugles. Hein? Il y a des gens qui arrivent là-bas, expliquent les choses à leur façon. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères qui a parlé, hein, pour les raisons pour lesquelles ils ont quitté la CAC, hein, la communauté des États de l'Afrique centrale. Et donc, vous comprenez, quand ils sont en train de parler, vous vous dites, mais pourquoi les gens racontent de salade comme ça, hein? Et puis les gens acceptent. Alors, il y a une pensée unique là-bas. Mais surtout, je voulais vraiment que ça arrive surtout chez certains analystes là-bas au Rwanda, les gens comme les Katabizi ou Katabazit, qui se présentent comme un journaliste et puis un juriste. D'abord, par sa façon de parler, d'ailleurs, il parle lingala. C'est quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, c'est quelqu'un qui a profité de notre éducation, c'est quelqu'un qui a profité vraiment de l'éducation, de l'argent du Congo. Il a vécu à Kinshasa, il parle lingala. Alors, et souvent, quand tu parles du Congo, il nous insulte tout le temps. Katabazi, tu sais combien de fois tu nous as insultés, hein? Autant de fois, hein? Et lui, il n'y a pas que celui. Il y a les Gatete, ou Gatete, je ne sais pas, Gatete. Celui-là même, il est allé jusqu'à comparer l'intelligence de Tutsi et l'intelligence de Bantou pour dire que non, et les Tutsis sont beaucoup plus intelligents que nous et des choses comme ça. C'était très grave. On vous suivait. D'ailleurs, les messieurs là, comment ils s'appellent? Edith Sabiti, qui modérait l'émission, vous avez dit non, il faut faire attention. On est en train de vous suivre au Congo. On est en train de vous suivre. On était en train de vous suivre. Parce que si vous êtes des gens comme les Katabazi ou la Katabizi, je ne sais pas comment on s'appelle, c'est beaucoup plus intelligent que nous, les Congolais. Alors que tu as été au Congo, tu as étudié avec les Congolais et tu connais comment nous sommes les Congolais. Il y en a qui sont allés même plus loin pour dire que nous, on aime seulement danser, des choses comme ça. Alors, c'est à eux, il faut vraiment envoyer cette vidéo parce que ça commence vraiment à sentir la fumée. Ça commence à sentir bon pour les Rwandais. Alors, je suis venu aujourd'hui seulement avec des bonnes nouvelles pour analyser les bonnes nouvelles qui nous arrivent, nous, vraiment seulement de bonnes nouvelles. Alors, d'abord, les bonnes nouvelles dans le sens où le Rwanda est complètement affaibli. Je dis, le Rwanda est affaibli. Ça, je le répète assez souvent, le Rwanda est affaibli, le M23 est affaibli. D'ailleurs, leur espoir maintenant, c'est seulement ces fameux accords de paix de Washington ou même les accords de Doha pour les M23. C'est ce qui leur reste. Alors, vous allez comprendre qu'ils sont dans une position très complexe et difficile parce que ça dépend maintenant de Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est comme je vous ai dit, c'est la même chose pour eux, les gens des AFC M23, c'est la même chose pour l'opposition, c'est la même chose pour la CNCO. Tout maintenant dépend de la façon, de la posture de Félix Antoine Tshisekedi. Mais avant de commencer ça, je ne sais pas, moi j'ai regardé tous les deux matchs de Léopard. Hein? Là-bas, je pense à Orléans. Je regardais les deux matchs. Alors, les Léopards ont gagné et c'est une bonne chose. Mais c'est pas seulement gagner, la façon dont les Léopards ont gagné, c'est ce qui est vraiment intéressant. Vraiment un beau jeu et c'était très intéressant. Et moi, je pense que nous irons au mondial et même que vraiment on va aller très loin à la CAN qui va se tenir là-bas. Au Maroc. Alors, vous voyez, au niveau footballistique, suivez tous les commentaires. La RDC est en train de devenir vraiment une force. On commence à nous respecter. Nous revenons au temps où nous étions avant. On commence à nous respecter.
Alors, il y a encore une autre nouvelle. J'ai vu, je crois que c'est chez Kalonji TV. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça ailleurs, mais c'est Kalonji TV. J'ai vu qu'on a arrêté une femme avec de drogue, 20 kilos de drogue. Très chers frères et sœurs, ça c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai travaillé avec ou tout au moins j'ai fait, comment on dit, un pratiquum. J'ai fait un stage dans le cadre de mes études sur les gens qui sont alcooliques, les gens qui sont les drogués, comme on dit, les gens qui sont addicts, les gens qui sont addicts aux drogues, je vous dis, c'est un travail énorme. Tu sais, si notre pays arrive vraiment à récupérer les drogues, parce qu'avec tout le problème que nous avons, si la drogue, nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes d'insalubrité, si la drogue encore entre dans ce pays-là, je vous dis, ce sont des générations et des générations de personnes, des familles qui seront complètement détruites. Dans les pays comme Singapour, dans les pays comme Thaïlande, dans les pays, tous les pays du Sud-Est, si on t'attrape avec les drogues comme ça, tu es mort. On te tue sur place. Je pense même en Chine. Alors, ce qui me surprend vraiment, ça, c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on a arrêté cette femme-là avec ces drogues-là. 20 kilos, c'est beaucoup. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut avoir la volonté de détruire les autres Congolais. Parce que ça, c'est vraiment détruire les autres Congolais. Ça, vraiment, je ne sais pas comment je peux décrire ça, mais c'est détruire d'autres Congolais. La drogue, le ravage de la drogue, c'est plus que la guerre. C'est plus que la guerre. Vous comprenez? Alors, Dieu merci, on a attrapé cette femme. Ce qui m'étonne est que cette femme-là était en train de rire ou de sourire. Elle ne prenait pas ça au sérieux. Donc, tu viens détruire la vie des personnes et tu es en train de rire. Je ne sais pas, hein, mais en Singapour, je pense même au Vietnam, Singapour, Indonésie, Thaïlande, on te tue à cause de drogue. Ils n'acceptent pas que tu viennes vraiment empoisonner la vie des autres, des Thaïlandais ou des Indonésiens ou des Singapouriens ou même des Malaisiens. Alors, je ne comprends pas comment on peut accepter que cette femme-là périt comme ça, comme elle est en train de rire et de se justifier comme elle est en train de se justifier. Mais c'est une bonne nouvelle parce que quand même, on a épargné à beaucoup de Congolais vraiment le drame. C'est un drame. Je ne sais pas comment, surtout nous avons beaucoup de problèmes, il faut encore mettre de l'argent pour vraiment commencer à combattre la consommation de drogue. Ces gens-là, il faut les punir avec je ne sais pas, avec la dernière énergie, avec une punition exemplaire. Alors ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc non pas seulement on a arrêté ces gens-là, il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe de l'Afrique qui vient à notre portée parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer de ces côtés-là. Mais aujourd'hui, je suis venu parler de nos victoires diplomatiques. Alors nous allons de victoire en victoire. Ça, c'est un langage biblique. Nous allons de gloire en gloire ou de victoire en victoire. Et j'ai l'impression que cela ne va pas s'arrêter bientôt. Cela ne va pas s'arrêter bientôt. Cela ne va pas s'arrêter bientôt. Je répète. C'est pour cette raison, il faut faire tout pour envoyer cette vidéo à nos amis qui sont là-bas au Rwanda, surtout à cette émission Majuscule Propos. Les gens de Majuscule Propos, il faut m'inviter et moi je vais discuter avec Katabazi. Je vais lui montrer son ignorance. Il est très ignorant, il raconte des salades et vous acceptez toutes ces salades qu'il est en train de raconter. Alors maintenant, c'est très important pour qu'on comprenne maintenant, pour vraiment bien célébrer les victoires de la République démocratique du Congo, il faut d'abord comprendre dans quel contexte comme ces victoires-là sont arrivées. C'est pourquoi je voulais vraiment
que vous compreniez d'abord la stratégie du Rwanda, diplomatique du Rwanda, et puis la contre-stratégie de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? D'abord, on analyse la stratégie du Rwanda, et puis la contre-stratégie, et puis on voit le résultat de ces deux stratégies. Alors, la stratégie du Rwanda en général, c'est maintenant, quand vous observez, c'est clair, la stratégie du Rwanda, c'est que il faut encercler, c'est une stratégie d'encerclement de la République démocratique du Congo et d'étranglement de la République démocratique du Congo sur les plans militaires et diplomatiques. Je répète cela pour que vous compreniez. D'abord, il faut encercler la République démocratique du Congo militairement, mais aussi il faut vraiment encercler la République démocratique du Congo diplomatiquement pour, d'une certaine façon, axifier la République démocratique du Congo. Alors, vous allez voir que les Rwandais étaient présents presque dans toutes les grandes organisations internationales, même petites ou grandes organisations internationales, régionales ou africaines, le Rwanda est présent. On essaie de placer l'argent. On essaie de placer l'argent pour manipuler, au profit du Rwanda. Alors les Rwandais maintenant se présentent aussi comme un modèle de développement au niveau de l'Afrique, un modèle de la bonne gouvernance et de l'efficacité et de tout ça. Alors les gens ignorent que le Rwanda c'est un petit pays. Je ne sais pas, la région du Kivu seulement. Ça, vraiment, tromper seulement les gens que vous pouvez tromper, les faibles d'esprit. Seulement Goma, la région de Goma seulement dépasse tout ce qui est là-bas, Kigali, n'est-ce pas? Alors, on nous voulait présenter le Rwanda comme un modèle en Afrique de développement, un modèle de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et surtout, non pas seulement le Rwanda a infiltré les organisations internationales et régionales, le Rwanda a vraiment infiltré aussi les think tanks. Les think tanks. Dans ces think tanks-là, qu'est-ce qui arrive là-bas? On présente le Rwanda comme un bon pays, un modèle et tout ça. On utilise cette histoire de génocide, comme un génocide, cette histoire de génocide. Et puis après, on montre le Rwanda comme un pays qui se développe, un pays qui est un modèle en Afrique et tout ça. Alors, pendant ce temps, le Rwanda était en train de tuer, le Rwanda était en train de violer et le Rwanda était en train de piller en République démocratique de France impunément, sans conséquence, sans condamnation. Et depuis, c'est pourquoi Kabila, tu dois arrêter de nous narguer, depuis 18 ans, depuis qu'il y avait l'AFD, donc c'était ça. Depuis que Kabila était là. Alors, et maintenant, pour les problèmes de la RDC, c'est le Rwanda qui parlait. Quelquefois, les Congo-Brazza, c'est le Rwanda qui parlait, c'est le Rwanda qui était consulté, et c'est le Rwanda qui parlait de nous. Et qu'est-ce que le Rwanda parle? Quand souvent les Rwandais parlent de nous, comment les Rwandais parlent de la République démocratique du Congo? C'est comme un failed state, c'est comme un État qui a échoué, c'est comme un État où il n'y a pas la bonne gouvernance, ils sont responsables et irresponsables dans leur façon de gérer et tout ça. Alors tu vas voir, ça doit être à l'ONU, ça doit être à East African Community, ça va être même au niveau de la CEAC, de la communauté des États communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qu'on appelle ici CAEC. Il y a par exemple au niveau de l'Union africaine, même au niveau de l'Union européenne et dans tous les think-tanks, dans tous les, je ne sais pas comment on dit les think-tanks en français alors. Je ne sais pas comment on dit ça. Alors, pardonnez-moi, je ne sais pas comment on dit ça en français. Alors, tout ça, les Rwandais se présentaient toujours comme vraiment un pays très panafricain. Donc, portaient même le manteau du panafricanisme.
et partout là-bas, venez au Rwanda sans visa et tout ça. Et à ce moment-là, tout le monde était en train de parler du Rwanda. Du vois, même dans les milieux des panafricains, on parle du Rwanda. Et pendant ce temps, les Rwandais étaient en train de tuer, les Rwandais étaient en train de piller, les Rwandais étaient en train de violer en République démocratique du Congo. Alors, et c'est pourquoi vous allez écouter les Rwandais a développé un discours comme quoi les Congos accusent les Rwandais comme un bouc émissaire pour se détourner de ces problèmes intérieurs, de mauvaise gouvernance, de corruption. Et vous allez trouver ces discours, vous allez trouver ces discours beaucoup dans les think tanks, et vous allez trouver ces discours aussi même à l'Union européenne, vous allez trouver ces discours même chez les Congolais. Beaucoup de Congolais reprennent cela. Ah, c'est un petit pays, mais il faut aller voir comment les Rwandais ont développé. Oh, non. Donc, ils sont arrivés vraiment à infiltrer, même à s'aimer cette idée comme quoi nous sommes notre propre problème chez nous, dans notre propre pays. Il faut suivre les gens comme le Mukebai. Souvent, ils parlent de ça. Donc, ça, c'était la stratégie du Rwanda au niveau diplomatique. Maintenant, au niveau militaire, alors les Rwandais se présentent comme un pays qui apporte la sécurité. Alors, et c'est pour cela, c'est vraiment un pays, ils ont maintenant une armée très disciplinée, tu écoutes souvent, hein, une armée très disciplinée. Alors, ils fournissent des troupes à l'ONU, ils sont maintenant en Centrafrique, ils sont au Mozambique, et la France commence à les utiliser comme un pays vraiment qui peut organiser la sécurité, autrement remplacer la France. Partout, la France n'était pas. Et alors, les Rwandais commencent à développer la coopération sud-sud hein, au niveau de la sécurité. J'ai vu par exemple les Burkina Faso là-bas, j'ai vu le Sénégal et les Sénégalais et tout ça fournir la sécurité à d'autres pays. Par exemple, venir vers le Bénin, aller vers les Burkina Faso, aller vers la Guinée, aller vers, comment ça s'appelle? Ici, chez nous, en face de nous, les Congolais de Brazza, pour les fournir la sécurité. Et ils ont développé un système pour toujours dans cette stratégie d'encerclement diplomatique et militaire. Ils ont maintenant commencé à acheter des terres pour faire de l'agriculture, mais chaque fois pour y amener aussi une base militaire. Mais quand vous regardez les achats de terres, par exemple à Congo-Brazza, c'est vers Maluku. C'est vers Maluku, c'est vers les Bandundu, Kwamutu. Et pour tout cela, toujours être à côté de Kinshasa. Vous allez côté Centrafrique. C'est la région de l'Équateur qui est visée. Vous allez du côté de la Zambie. C'est la région du Katanga qui est visée. Donc, les Rwandais essayaient un peu de nous encercler, non pas seulement diplomatiquement, mais politiquement et militairement. Alors, ils ont construit ces webs de mensonges autour des fonds de commerce qui est le génocide, mais aussi autour du fonds de commerce du panafricanisme. Alors, et la stratégie vraiment le fond de cette stratégie-là, c'était tout simplement, les Rwandais ont réalisé que sans la République démocratique du Congo, ils ne peuvent aller nulle part. Ils ont besoin de la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas vivre sans la République démocratique du Congo. Donc, ils sont vraiment tellement conscients qu'ils ont construit tout cela pour d'une certaine façon soit être arrimé à la République démocratique du Congo, soit influencer la politique de la République démocratique du Congo d'une façon ou d'une autre. Ces fameux carnets d'adresses dont vous attendez souvent parler, et c'était toujours de façon à faire que ils sont présents au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est cette folie des grandeurs du Rwanda qui croyait vraiment être une puissance économique, une puissance militaire, une puissance diplomatique,
C'est ce qui a conduit les Rwandais à commettre beaucoup d'erreurs pour penser qu'ils peuvent vraiment contrôler un grand pays comme la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est pour cette raison, vous écoutez quand la madame Kwame parle au niveau aux Nations Unies, c'est là où les choses ont commencé à changer. Elle disait toujours, le Rwanda n'est pas une puissance. Le Rwanda n'est pas ni une puissance diplomatique, ni une puissance économique, ni une puissance militaire. Et d'ailleurs, si les nations ne s'occupent pas, la rue va s'occuper de ce problème du Rwandais. Et c'était vraiment des mots clairs, précis, directs. Et les gens qui savaient vraiment analyser les choses comprenaient de quoi la madame était en train de parler. Donc, ils ont compris que la RDC n'a pas besoin du Rwanda. Vous savez, les Rwandais en est l'exemple le plus patent. Donc, on a fermé l'espace arrière, Rwandais est par terre. Maintenant, suppose un jour, si Tshisekedi se réveille et dit « je vais construire le mur entre le Rwanda et la RDC », c'est l'asphyxie totale. Donc, ils ont réalisé cela, que la RDC n'a pas besoin du Rwanda, mais nous, on a besoin du Rwanda. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent tout faire pour qu'ils soient toujours enrhumés ou tout au moins tirés d'une certaine façon par la République démocratique du Congo. Je vais vous lire, pour que vous compreniez cela, la déclaration de notre ami Olivier Ndungi Hihire, je ne sais pas comment ça se dit. Nous sommes dans les négociations pour un accord de paix qui sera signé à Washington, à la Maison-Blanche. Pendant que nous sommes en train de faire tout cela, la RDC va dans les organisations régionales et internationales accusant le Rwanda, appelle à des sanctions contre notre pays. C'est inacceptable et c'est vraiment bizarre. Nous sommes en train de traiter avec un gouvernement qui n'a pas de principe et qui ne veut pas une vraie paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduire. Qu'est-ce que ça veut traduire? Qu'est-ce que vous traduisez de cela? Nous avons besoin de la RDC. Nous sommes faibles. Nous sommes très faibles. Nous avons besoin de la RDC. Mais la RDC ne veut pas de nous. Ce sont des pleurnichards. Ils sont en train de pleurnicher. C'est pourquoi ça m'étonne quand quelqu'un, homme politique, parle. Oh, la RDC est en train de pleurnicher. Par exemple, Kabila a dit ça. À 2 fois, nous sommes en train de pleurnicher. Qui pleurniche maintenant? C'est la RDC ou le Rwanda? Tu sais qu'ils ne parlent même plus, hein? Tu sais qu'ils ne parlent même plus. Ils sont en train de pleurnicher. On a besoin de la RDC. Oh, vous ne voulez pas la paix. Oh, tout ça. Et les pleurs n'ont pas encore commencé, ça va très bien commencer. Alors, maintenant, nous voulons parler, quelle est la réponse de la RDC? Comment la RDC a fait pour se positionner, pour vraiment changer la donne? J'ai dit c'est un web. Quand je parle de web, tu dois t'imaginer, c'est comme une toile d'araignée. Donc là-bas, c'était compliqué. Ils ont tissé des liens là-bas, tissé. Alors là, qu'est-ce que la RDC a fait pour vraiment défaire le Rwanda? Quelle est la stratégie de la RDC pour défaire cette stratégie, cette toile d'araignée diplomatique et militaire que le Rwanda a tissée pour rester toujours attaché à la République démocratique du Congo et ne pas subir ou tout au moins vouloir contrôler la République démocratique du Congo. Et s'ils ne contrôlent pas, ils restent toujours d'une certaine façon attachés à la République démocratique du Congo. Alors, pour défaire cette toile de mensonges fondée sur les fameux génocides, FDLR, discrimination, des choses comme ça, alors il fallait déconstruire tous les mensonges du Rwanda, contrecarrer le Rwanda dans les organisations internationales, gagner le Rwanda sur le plan diplomatique et après, on va s'occuper de la guerre ou on va s'occuper de la restauration de l'armée. Pourquoi? Parce que cela nous donne du temps à restaurer l'armée, réorganiser l'armée pour, en cas d'échec, faire la guerre directe avec le Rwanda.
et récupérer le territoire occupé. Alors ils se sont dit, Tshisekedi a dit, c'est le Rwanda qui nous agresse. Ce n'est pas le M23, on doit directement négocier avec le Rwanda. Pas de paix sans retrait du Rwanda. Pas de paix, une paix ne sera possible si on ne respecte pas l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas de double standard, vous l'êtes partout, c'est le droit international, on doit respecter cela. Alors, pour tout simplement cimenter ce que je suis en train de dire, il faut suivre le discours de Mme Kaikwamba au Conseil de sécurité. Elle a dit ceci. Un pays contributeur de troupes de l'ONU ne peut pas utiliser ces troupes pour détruire la paix dans un autre pays. Je vous assure, aux Nations Unies, quand on écoute cela, c'est de la musique dans les oreilles des diplomates, surtout quand on parle de double standard. Alors, on les accuse qui ne respectent pas les droits internationaux, qui ne respectent pas l'intégrité nationale et la souveraineté des autres États, qui sont en train de piller nos minéraux, qu'il ne doit pas y avoir d'impunité, tuer tout le temps, violer, tout ça, et puis les gens viennent par les accords, et tout cela a très bien fonctionné. Donc ça, c'est la réponse, la stratégie de la République démocratique du Congo pour contrecarrer, détruire les web de mensonges et de tout au moins cet encerclement ou cette stratégie d'encerclement que le Rwanda a instauré par rapport à la République démocratique du Congo. Alors, sur le plan militaire, vous avez suivi vous-même, hein, c'est le NPC, les rapports de NPC de 9 minutes là, je ne sais pas, c'est Michael Rank ou une autre journaliste, je ne suis pas très sûr. Alors, on a appris de ces reportages-là que le Rwanda était en train de perdre la guerre. C'est clair dans ces reportages-là, je ne sais pas si vous avez suivi ça, le Rwanda était en train de perdre la guerre. Alors, si je ne comprends pas, le président de la République a dit comme on ne tombera pas. Et dans les reportages, on voit vraiment des images satellitaires, comment le Rwanda fait venir ses militaires et tout ça. Hein. Alors le Rwanda était prêt à perdre la guerre, ou tout au moins la guerre était presque perdue. Et c'est pour cette raison que le Rwanda devait renforcer les fronts, faire tomber Goma. Au moins 1000 morts, 1000 morts. Alors moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus de morts, au moins 1000 morts. Et même aujourd'hui, c'est ce qui fait peur aux Rwandais. C'est ce qui fait peur aux Rwandais parce qu'ils disent toujours que la RDC est en train de préparer la guerre. Alors, les Rwandais disent que la RDC ne veut pas la paix parce que la RDC continue à préparer la guerre. J'ai écouté ça, non pas seulement des ministres des Affaires étrangères du Rwanda 2 fois maintenant, 3 fois. J'ai écouté ça. J'ai écouté ça des AFC M23, des Nanga, et j'ai écouté, comme je venais de dire, des Nouringir. Et donc, il y a cette histoire de la guerre qui continue à planer sur la tête du Rwanda, la guerre directe, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de guerre directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais la guerre se passe encore en République démocratique du Congo. Imaginez si maintenant les Congolais disent, comme Mouzel Laura Désiré disait, il faut que la guerre rentre de là où elle est venue. Et c'est ça ce qui est dans la tête de beaucoup de Congolais, même des dirigeants congolais. Il faut que la guerre rentre de là où elle est venue. Alors, vous comprenez, malgré les infiltrations, malgré les trahisons, on a failli gagner cette guerre. Or, le temps que nous avons gagné, que Tshisekedi a gagné, que l'armée est en train de se faire restructurer. Imaginez maintenant avec une armée restructurée, une armée réformée, une armée avec des soldes, comme ce que moi j'ai attendu, les $500 de prime. Imaginez ce qui va arriver si les accords de paix ne sont pas signés. Imaginez ce qui va arriver. La solution va devenir militaire parce que les gens sont en train de dire non, il n'y a pas de solution militaire, mais la solution va devenir militaire. Alors, il y aura une guerre directe, entre la RDC et le Rwanda s'il n'y a pas des accords qui sont signés. Ça veut dire autrement, ramener la guerre d'où elle est venue. Elle a commencé
confrontation directe entre le Rwanda et la RDC. Donc, l'option militaire reste toujours sur la table. C'est comme les États-Unis toujours disent. Hein, on enlève, l'option militaire reste toujours sur la table. Maintenant, c'est là où les choses se passent. C'est pour cette raison nous on a mis beaucoup d'accent sur, sur la diplomatie. Je vais vous dire une chose. À quelque chose, les malheurs est bon. À quelque chose, les malheurs est bon. Mon impression personnelle est que depuis que Goma est tombé, Tshisekedi est devenu encore plus dur, il est devenu encore plus radical dans sa façon de voir les choses. Vraiment, je ne sais pas si vous constatez comme moi, mais je vois, il est devenu encore beaucoup plus radical. Alors, j'étais en train de dire, pour beaucoup d'entre vous qui ne prenaient pas Tshisekedi très au sérieux et qui ne comprenaient pas que Dieu est derrière Tshisekedi, Goma et Bukavu tombent, mais les choses ont changé complètement en faveur de la République démocratique du Congo. Le fait que Goma est tombé, le fait que Bukavu est tombé, ces choses-là ont changé. Vraiment, les vents a tourné contre le Rwanda depuis que Goma est tombé, depuis que Bukavu est tombé. Tshisekedi lui-même est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus intraitable depuis cette période-là. Alors, les Rwandais pensaient encercler la République démocratique du Congo, militairement, diplomatiquement, mais malheureusement, c'est le Rwanda maintenant, je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement, heureusement, c'est le Rwanda maintenant qui est coincé et qui est encerclé diplomatiquement. Non pas seulement coincé, encerclé diplomatiquement, militairement même. Alors, comment je peux vous donner une image? C'est comme si le Rwanda maintenant est dans un coin. On est en train de les pousser jusqu'où ils sont dos au mur. Voilà ce qu'il faut, je vous l'ai dit. Ils sont dos au mur. Alors, comment le Rwanda est devenu dos au mur? Comment je sais que le Rwanda est dos au mur? Il faut suivre leurs déclarations. Il faut tout simplement suivre les déclarations de Douinguié. Il faut suivre les déclarations de ce qu'ils sont en train de dire. Par exemple, après que le Congo est devenu membre, la double victoire du Congo aux Nations Unies, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Congo manipulent même les Nations Unies. Donc, les Congo est en train de manipuler les Nations Unies et ils ne vont pas se tenir à ce que les Nations Unies vont dire. Je crois que c'est Makolo qui a dit quelque chose comme ça. Donc, maintenant, non, ce n'est pas manipulé, instrumentalisé. Instrumentalisé. Kagame lui-même disait, le Congo a instrumentalisé l'EAC, le Congo a instrumentalisé la SADC. Donc, le Congo continue à instrumentaliser. Le Congo a instrumentalisé les Nations Unies. Maintenant, à propos de la CEAC, ou la Comité des États de l'Afrique économique de l'Afrique centrale, là, il parle maintenant de l'instrumentalisation. Il ne parle plus de l'instrumentalisation, il parle de la manipulation. Donc, le Congo est en train maintenant de manipuler. Ce sont les mêmes mots, manipuler, instrumentaliser. Et ce sont des mots qui démontrent que les vents sont en train de changer. Les vents, l'air devient contraire. Le Congo, il y a un shift dans les relations internationales. Donc, le Rwanda est en train de perdre. Donc, le Rwanda maintenant attaque presque toutes les organisations internationales. L'ONU, l'Union africaine. Par exemple, l'Union africaine. Pour que nous soyons au Conseil de sécurité, il y a 54 pays africains. 50 ont voté pour la République démocratique du Congo. Des pays comme la Guinée, des pays comme les Centrafrique. C'est là, la Guinée, ils sont amis, non? Ils sont amis avec le Rwanda. Les Centrafrique, il y a la présence des Rwandais là-bas. Mais ils ont voté pour nous. Les choses sont en train de changer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous, on a gagné maintenant au niveau des Nations Unies? Les victoires que nous avons gagnées depuis que cette stratégie-là a été mise en place par Lutundula et puis après par Madame Kayibanda. C'est pourquoi la Madame Kayibanda mérite les fleurs que le président lui a données et mérite ce nom d'héroïne de la République démocratique du Congo. Cette femme a abattu un travail de titan. Je dois boire quelque chose parce qu'il s'agit de Madame Kayibanda. Gut gemacht. And healthy. Das ist auf Deutsch. Ah. Ça, c'est en allemand.
une Heldin, une congolaisische Heldin. C'est une héroïne congolaise. Alors, le Congo va maintenant utiliser ces deux victoires diplomatiques au niveau des Nations Unies pour faire du lobbying, pour faire du travail de lobbying. C'est ce que tous les diplomates font, exiger des sanctions contre le Rwanda. Et là où ça intéresse un peu nos amis des AFC M23, c'est que le Congo va exiger des sanctions et surtout la fin de l'impunité. Je venais de parler de Mme Kaikamba. Dans tous ses communiqués, ces problèmes d'impunité revient. Elle ne veut même pas bouger. Donc, tant qu'elle est ministre des Affaires étrangères et que nous sommes là-bas aux Nations Unies, elle va s'employer pour qu'il y ait des sanctions et la fin de l'impunité contre les groupes armés et leurs parrains en Afrique. Souvenez-vous, le président de la République avait dit une fois quand il était au Congo-Brazza, nous sommes attendus qu'il n'y ait plus de guerre en Afrique, que les armes se taisent en Afrique. Mais le Rwanda ne veut pas respecter cela. Donc, il y aura quelque chose comme ça. Maintenant, ça c'est la deux victoires là. La deuxième victoire en Ouganda. En Ouganda, tout le monde, même les Rwandais, ils ont signé une déclaration pour condamner les M23. Non pas seulement ça, il y a les retraits de troupes rwandaises de Mozambique. Il y a une pression, là aussi c'est peut-être la SADC qui est en train de jouer un rôle de Mozambique. Maintenant, il y a de fin des accords terre, je ne sais pas, peut-être contre sécurité. Vous voyez, je fais ça, terre contre sécurité entre Brazzaville et Kigali. Maintenant, la dernière de victoire que nous avons eue, le Rwanda se retire plutôt de la CAC. Alors, qu'est-ce que M. Olivier Nduhungirehe a dit à propos de cela? Parce que je venais de dire, ils disent toujours que nous sommes en train de manipuler. Alors, une communauté de 11 États membres s'est laissée manipuler par les seuls États. Les présidents étaient quasiment les représentants de la RDC. La manipulation de toute une communiqué pour répondre au dictat d'un seul pays. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit, Katabazi? Ça veut dire que le Congo is back. Quand le Congo dit, si vous ne faites pas partie le petit Rwanda, nous on va partir entre le Congo et le Rwanda. Non, en Afrique centrale, là. Et même en Afrique de l'Est, si les Congolais se mettent et disent entre nous et les Rwandais, choisissez, est-ce qu'on va vous choisir? Vous êtes très sûr? Au niveau culturel, au niveau militaire, football, à tous les niveaux, est-ce qu'on va choisir? Qui connaît le Rwanda? Qu'est-ce que vous représentez? Alors, les gens l'ont dit, non, si c'est comme ça, le Rwanda doit partir. Et le Rwanda est parti, n'est-ce pas? Ça, c'est la plus grande même des victoires, parce que la victoire n'est plus seulement au niveau international, mais ça vient aussi au niveau régional. Ça commence au niveau régional. La suite, c'est l'EAC. La suite, c'est l'EAC. L'EAC est complètement bloqué à cause du Rwanda. Alors, de par mes analyses, à voir ce qui s'est passé en Ouganda, voyons voir. Donnez-nous un peu de temps. Et vous allez voir ce qui va se passer. Attention, ça va? Katabazi? Rwandais? Rwandaise? Attention, ça va? Cholestérol, ça va? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, à propos de cela, je veux lire quelque chose à propos de cela. Alors, à propos de l'EAC, de la CAC, donc le président est parti, aller-retour, j'espère qu'il est parti aller-retour. Et quand il est parti aller-retour, c'est peut-être pour dire tout simplement, non, on va se retirer si vous continuez à soutenir le Rwanda. N'oubliez pas que le ministre le vice-ministre, nous on a des bons hommes au Congo, le vice-ministre de la Défense, quand il est allé là-bas, il a dit, je ne signe aucun communiqué commun tant que vous ne condamnez pas le Rwanda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images-là. Alors le président allait dire la même chose et tout à l'heure le président allait un aller-retour
Et puis la suite est que le Rwandais ne doit pas être président de la CAC encore pour une année. Alors, Kagame est tellement coincé, isolé, et bientôt sous sanction et tout ça. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Ok, maintenant, il y a aussi Mme Kwaikamba qui a répondu à Olivier Ndongihire. Alors, elle dit qu'il ne faut pas effacer le passé. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas effacer les armées de crimes contre l'humanité, tout ça. Donc, elle insiste toujours sur cette histoire d'impunité. Donc, Kinshasa, avant d'aller à Washington pour négocier, c'est comme dans les matchs de football. Nous avons les vents derrière nous. Nous sommes en train d'être poussés. Donc, nous allons au moins avec 5 victoires diplomatiques énormes au niveau international et national. Et c'est comme ça que nous sommes allés avec le Rwanda. Alors, ce que je voulais vous dire, avant que je ne commence, parce qu'il y a encore quelques batailles qu'on doit gagner, c'est que je vais vous dire, est-ce que la République démocratique du Congo, par rapport au Rwanda, devient incontournable. Par rapport au Rwanda, est en position de force. C'est pour cette raison, les stratégies maintenant, c'est quoi? La stratégie de la République démocratique du Congo. Si vous ne condamnez pas le Rwanda, si vous ne sanctionnez pas le Rwanda, si vous voulez aller avec le Rwanda, nous on se retire. Si vous voulez aller, mais nous on se retire. Alors quand on fait ces menaces-là, soit vous allez avec le Rwanda, nous on se retire. Soit vous êtes avec nous, alors là, vraiment c'est là où ça devient difficile. Parce que c'est pourquoi on parle de manipulation, c'est pourquoi on parle du diktat. C'est pourquoi on dit il faut les dictats, ils répondent seulement parce que la République, nous on vous dit, il y a la guerre, maintenant qu'il y a les images et tout ça, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit, le président allait présenter les images, les preuves, donc on ne peut plus nier, on ne peut plus nier. Alors, les nouvelles batailles, et c'est là où on est en train d'attendre des victoires, parce que c'est pas fini, il y a encore quelques, je pense combien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 terrains où il y a encore de la diplomatie qui se joue, où nous attendons encore des victoires. Alors, la première, c'est au niveau de l'Union européenne. Là, il y a une victoire, mais qui n'est pas encore totale. Pourquoi? Parce que les Memorandum of Understanding qui étaient signés avec le Rwanda n'est pas encore annulé, mais ils ont mis d'autres mécanismes pour rendre la vie du Rwanda difficile, la certification de minerais. Ce qui fait que tout ce que le Rwanda a volé à la République démocratique du Congo, on ne peut plus le vendre aussi facilement. Alors, un autre showdown qui est en train d'arriver, c'est au niveau de l'OIF. Au niveau de l'OIF, alors dernièrement, j'ai vu là qu'il y avait un balai diplomatique parlementaire francophone, il y avait une mission d'information de l'OIF aussi à Kinshasa. Vous savez, qu'est-ce qui est le vrai problème? C'est parce qu'il y aura une réunion ministérielle qui doit se tenir à Kigali. Alors, si à ce niveau ici, de la CAC, le Congo a dit, et nous on a toujours dit au président, il faut se retirer de l'OIF, il faut quitter l'organisation, la francophonie, il faut quitter la francophonie. Alors, je vais vous montrer la dernière stratégie de notre pays. C'est qu'on dit, le Congo est en position de force. Le Congo dit, moi, si vous ne faites pas ceci, moi, je me retire. Si vous ne faites pas ceci, moi, je me retire. Alors, c'est là où nous sommes maintenant avec l'OIF. Donc, il n'y aura pas cette histoire des ministères et, je ne sais pas, rencontres ministérielles au Rwanda, tant que le Congo n'est pas encore d'accord. Parce que le Congo va dire, moi, je ne viens pas au Rwanda, je ne vais pas à Kigali. Vous nous agressez. Tant que vous ne quittez pas la République démocratique du Congo, tant que vous ne partez pas, nous, on ne peut pas venir là-bas. Alors, est-ce que vous pensez que tous les pays de l'Afrique qui commencent à soutenir la République démocratique du Congo, les pays francophones, les 50 États qui ont soutenu la République démocratique du Congo, vous pensez qu'ils vont aller au Rwanda? Ça, moi, je ne pense pas.
Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de venir. Maintenant, il y a aussi la négociation de Doha. Là aussi, c'est la même stratégie parce que j'ai l'impression, selon Olivier Nduhungirehe, ces négociations sont bloquées. Et j'ai suivi aussi M. Nanga qui disait que non, on leur a donné un draft et ils doivent discuter. Ils sont en train de discuter, dont leurs délégués sont rentrés et il y avait des propositions. On a soumis des propositions des partis et ils doivent repartir encore pour négocier. Alors là, il a dit que le président Tshisekedi ne prend pas cela au sérieux parce qu'il a envoyé une délégation de ses corps. Qu'est-ce que ça vous dit? Le Congo est en position de force. C'est eux qui déterminent comment on va partir. Si nous, on disons non, on dit non. Si on dit oui, on dit oui. Donc, le Congo peut dire aujourd'hui, je ne veux plus de Doha et c'est fini. Je ne veux plus aller à Doha, c'est fini, c'est mort. Alors, au niveau de Lomé aussi, il y a aussi avec facilitateur la même chose. Je venais de dire le Congo en position de force. Le Congo peut dire non. Au niveau de Washington, alors quand on voit au niveau de Washington, les vidéos de NBC qui venaient de sortir, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment du hasard? Donc, je m'imagine que quelque part, je ne suis pas très sûr, je m'imagine que quelque part, le Rwanda est toujours en train de nier, nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas au Congo. Ok, vous n'êtes pas au Congo. On va vous prouver que vous êtes au Congo. Et si vous n'acceptez de sortir du Congo, vous n'acceptez pas de désarmer, voici ce qui va arriver. Alors, on balance les images. On balance les images, on prouve que vous êtes au Congo. Maintenant, qu'est-ce que vous allez encore dire? C'est une façon d'affaiblir le Rwanda, une façon d'affaiblir Kagame. Ils n'ont plus de raisons de dire nous ne sommes pas au Congo. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et je pense que cela venait peut-être même des départements d'État parce que ce sont des images satellitaires. Ça doit venir soit de la France, ça va venir au moins d'une organisation, d'un pays vraiment puissant. Donc ça, je m'imagine. Je ne sais pas, c'est que ça met la pression, ces images-là, sur Kabila, Katumbi, sur la Senko, parce qu'ils ne peuvent nier l'évidence. Alors, et pour nous, ça nous arrange. Pour ce minute au moins, ça nous prépare à un bon deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Quand je parle d'ODA, je parle de minerais sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Alors, quelle est ma conclusion? Ma conclusion, c'est une question que je vous pose. Pensez-vous que Kagame va aller à Washington signer les accords de paix à la Maison-Blanche, étant donné les différents échecs diplomatiques, ou tout au moins qu'il est en train de perdre au niveau diplomatique? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, je crois à ce qu'Olivier Nduhungirehe a dit hier, ou aujourd'hui, je pense hier. Il me paraît qu'il va aller à Washington parce qu'ils veulent un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais à suivre Olivier Nduhungirehe, il disait, mais je ne sais pas si la RDC va respecter ces accords de paix parce qu'ils préparent la guerre. Donc, vous comprenez que ce sont eux qui ont beaucoup plus de ces accords de paix entre la RDC et le Rwanda parce que c'est un aveu de faiblesse. Alors, une autre question que je pose, est-ce que le Rwanda peut boycotter la cérémonie de la Maison-Blanche comme il a fait avec l'Angola, après que NBC ait déjà publié les images, les reportages que nous avons vus. Alors, la première des choses, on constate que c'est vraiment ces accords-là, et c'est ça l'avantage même dans la République démocratique du Congo. Nous sommes partout pour chercher la paix. On était en Angola, nous sommes à Doha, maintenant nous sommes à Washington pour chercher la paix. Donc, on ne peut plus nous accuser de ne pas vouloir la paix. Alors, c'est sur trois continents. Il y a maintenant, on a dit aussi, il faut qu'il y ait des négociations directes avec les M23 AFC, négociations directes, il y en aura. Il faut qu'il y ait un dialogue intérieur
président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré Martin Fayulu. Alors, entre-temps, ils accusent la République démocratique du Congo de préparer la guerre, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de préparer la guerre, et Kabila lui-même fait des consultations là-bas pour préparer la guerre. Alors ici, moi personnellement, je pense que le Rwanda va vouloir faire la même chose comme il a fait avec l'Angola. Il va vouloir tester la volonté politique, ou tout au moins les sérieux des États-Unis. C'est ce que je pense. Il va vouloir vraiment tester Donald Trump pour voir si Donald Trump vraiment peut faire quelque chose contre le Rwanda. Et il va dire non, moi je ne veux pas là-bas parce que moi je suis pour une solution africaine au problème africain. Alors si je pars là-bas, il va affaiblir le M23 parce que dans ce cas, il n'y aura pas vraiment, ils doivent se retirer. Le M23 ne peut pas faire face au Wazalendo et à l'armée congolaise parce que le but, c'est leur désarmement et leur cantonnement. Alors ils préfèrent peut-être prendre cette posture-là pour faire un peu du Kadhafi, défier les États-Unis et c'est créer une certaine sympathie. Alors, c'est peut-être la voie que M. Kagame va prendre. Alors, moi-même, je ne sais pas, je suis simplement en train de spéculer. Alors, dernièrement, pour finir, j'ai vu M. Davos Kitoko, qui est le secrétaire de l'ECD, dans l'émission Top 7 de Top Congo. Et là, il a déclaré quelque chose. Je suis fayoliste des pères et des mères. Vous savez, quand les gens de SID et les gens de Fayoul parlent, quelquefois je suis confus. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de... Déjà, quand tu fais une déclaration comme ça, je suis fayoliste des pères et des mères, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on parle des Congolais, des pères et des mères, on sait que c'est un attachement. Donc, il veut dire je suis très attaché à Fayoul ou je ne sais pas quoi. Mais cela prouve souvent, et c'est ça mon problème avec les SID, ils ont un mauvais jugement et ils font des mauvaises analyses de la situation. Alors là aussi, il a dit que non, c'est là où j'ai appris que les communiqués, comme quoi le président de la République, c'est vrai que M. Martin Fayulu était sorti avant même que Martin Fayulu parle. Cela me dit, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Cela me dit tout simplement qu'il y avait des pré-négociations ou tout au moins des rapprochements parce qu'il y a aussi l'évêque Edjiba qui est sorti pour dire que nous, on a rencontré, je vous avais dit ça, ils ont allé là-bas avec Kenza et tout ça, donc ils ont parlé avec Martin Fayulu. Ils veulent entrer au gouvernement pour former ces camps de la patrie. Seulement, et ils insistent toujours sur le dialogue et je ne comprends pas la quintessence et même l'importance de ce dialogue parce que vraiment, pour Kabila, pour la Senko, pour même Katumbi, maintenant, après la publication de 9 minutes de cette vidéo de NBC, je ne comprends pas comment on peut encore douter de la présence du Rwanda en République démocratique du Congo, de l'occupation de la République démocratique du Congo. Et je ne peux pas comprendre qu'on peut cautionner un certain dialogue parce qu'il n'y a pas de problème politique en réalité. On a seulement un problème sécuritaire. Donc, je ne comprends pas comment vraiment la CENCO-SCC, Katumbi Kabila, ou tout au moins Katumbi, ou tout au moins beaucoup d'autres opposants, n'arrivent pas à dénoncer le Rwanda, n'arrivent pas à dénoncer la présence de l'armée rwandaise, les pillages, les tueries, les viols de l'armée rwandaise présents en République démocratique du Congo. Et tant que pour moi, à mon sens, tant que ces gens-là ne condamnent pas Kabila, tant que les gens de CENCO-SCC ne condamnent pas Kabila, ne condamnent pas la présence rwandaise sur nos sols, il n'y a pas nécessité de dialogue. Et c'est là où je vois vraiment les gens de Fayoul. Si vous demandez que ce dialogue soit conduit, piloté par
Senko et SCC, et ces gens-là ne prennent pas position. Je ne vois pas la nécessité. Je ne vois pas la nécessité. Je ne vois vraiment pas la nécessité d'un tel dialogue. Ou tout au moins que ce dialogue-là soit piloté par SCC, Senko et SCC. Voilà, très chers frères et sœurs, nous allons de victoire à victoire et il y aura encore beaucoup d'autres victoires qui arrivent. Alors, il faut partager cette vidéo pour que beaucoup de Rwandais comprennent que si ils ne font pas quelque chose contre leur propre régime, c'est eux qui vont en payer le prix. D'ailleurs, nous voulons construire un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et vous serez encore beaucoup plus sacrifiés que maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.